Bienvenue à tous, depuis le studio Crystal Clear Electronics. Il s'agit d'un support d'études en électronique axé sur la pratique, présenté sous forme de vidéo, mais également disponible en version écrite téléchargeable gratuitement sur notre site web. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la deuxième saison de Crystal Clear Electronics. Ceci est le chapitre 16. Le support écrit a été rédigé et relu par Gergely Nagler. Le présentateur d'aujourd'hui est Szabolcs Paliar, que vous connaissez peut-être déjà grâce aux épisodes précédents. Je suis Andras Baxi. Bienvenue à tous. Dans ce chapitre, nous allons découvrir l'horloge temps réel. Vous verrez quand et où elle est nécessaire. Et à la fin du chapitre, vous comprendrez comment elle fonctionne. L'horloge temps réel, ou RTC comme nous l'appellerons par la suite, est un périphérique très utile à bien des égards. Nous l'utilisons dans plusieurs applications d'électronique embarquée. Commençons d'abord par le nom, qui nous indique ce qu'est réellement une RTC. Cet acronyme signifie horloge temps réel. On l'appelle horloge temps réel parce qu'elle mesure le temps à l'échelle humaine, donc une RTC n'est rien d'autre qu'un dispositif électronique permettant de mesurer le temps au sens courant, ce qui, dans la plupart des cas, est complété par une fonction calendrier et la possibilité d'ajouter une alimentation de secours, ce qui est un ajout utile si votre système n'est pas toujours allumé ou si vous prévoyez que l'alimentation puisse être interrompue de temps en temps. De manière générale, une RTC peut mesurer le temps avec précision sur une longue période. En revanche, les périphériques de minuterie classiques sont moins précis et servent à mesurer des intervalles plus courts. Et maintenant, il est temps de s'asseoir et d'examiner ces sujets plus en détail. Voyons cela. En général, une RTC était nécessaire dans presque toutes les situations où il faut connaître l'heure exacte. Regardons quelques exemples concrets, dont le premier est la mesure du temps. Dans les cas les plus évidents, on pense à ceux où l'on voit une forme d'heure précise sur l'interface utilisateur de nos systèmes. Par exemple, un PC, un smartphone, une montre connectée, un réveil numérique, des appareils électroménagers comme le micro-ondes ou le four, la télévision, le décodeur, etc. La liste pourrait être encore très longue. Cependant, il peut aussi y avoir des cas où l'heure n'est utilisée qu'en tant qu'information supplémentaire à la fonctionnalité principale. Dans ces cas aussi, la présence de la RTC est essentielle. L'exemple le plus frappant est le fonctionnement d'un système de fichiers où la création, la modification et même l'heure d'accès des fichiers sont enregistrés. Un autre usage typique est la journalisation où il est presque obligatoire de sauvegarder l'heure exacte de l'événement pour chaque entrée. La RTC peut également être utilisée pour chronométrer la lecture des valeurs aux entrées et l'écriture aux sorties. C'est aussi une manière couramment utilisée d'exploiter l'horloge temps réel. Oui, nous pouvons choisir des minuteries périodiques, uniques ou multiples, selon la tâche. Et il existe de nombreux exemples. Il suffit de penser au fait que la plupart des appareils électroménagers disposent de fonctions de minuterie, des machines à laver au four, ou même au téléviseur. L'exemple le plus évident est le réveil où l'on peut programmer plusieurs alarmes, voire personnaliser la durée de la fonction snooze. Ou prenez l'exemple des ordinateurs personnels, où vous pouvez régler l'horloge temps réel de votre PC dans le BIOS afin d'allumer ou de réveiller votre ordinateur à une heure précise. La synchronisation est également importante dans les équipements de mesure. Imaginez simplement une station de surveillance de la qualité de l'air qui doit mesurer et transmettre des données toutes les 10 minutes. Cela étant dit, parlons un peu des différentes formes que peut prendre l'horloge temps réel dans chaque système. Par exemple, dans un ancien microcontrôleur, il n'y avait pas d'unité matérielle dédiée à la fonction d'horloge temps réel. Ainsi, dans l'un de mes projets précédents, j'ai trouvé que la meilleure solution était d'ajouter un circuit intégré RTC communiquant via le bus I2C avec le microcontrôleur. Un exemple de ce type est le circuit intégré DS1307 mentionné dans le programme britannique. Dans ce cas, le circuit intégré assurait la mesure précise du temps, et je pouvais récupérer les informations dont j'avais besoin via l'I2C. Oui, et le support écrit mentionne également une autre possibilité de résoudre l'exercice par logiciel sans unité matérielle dédiée avec une précision plus ou moins grande. Nous savons surtout que les microcontrôleurs modernes sont en fait de véritables ordinateurs miniatures, offrant des solutions intégrées pour la plupart des tâches. Il en va de même pour le STM32F446ZE sur la carte Nucleo, ou F446 pour faire court,
L'unité RTC se trouve à l'intérieur du microcontrôleur, ce qui signifie que vous pouvez tout simplement l'utiliser avec seulement un minimum de composants supplémentaires connectés au microcontrôleur. Dans ce qui suit, l'introduction et l'utilisation de cette unité seront abordées en détail. Mettons à profit le périphérique RTC du F446, pour lequel nous devons décider de deux choses à l'avance. La première est le choix du signal d'horloge, car le RTC a besoin d'un signal d'horloge de base, ce qui est compréhensible, puisque le RTC est en quelque sorte un module de minuterie, qui peut être alimenté par un oscillateur à quartz externe ou par une source interne. Sur la carte de développement, le premier type, un oscillateur à quartz externe, a été intégré. L'autre point à décider concerne l'utilisation d'une alimentation de secours, qui est une fonctionnalité optionnelle, mais qui vaut la peine d'être utilisée. La carte utilisée dans le support écrit contient cet élément supplémentaire, mais dans le cas de la Nucleo, l'utilisateur doit l'ajouter lui-même à la carte. Une alimentation de secours peut s'avérer utile pour une montre. Elle permet de maintenir le RTC actif si l'alimentation principale du circuit intégré tombe en panne afin que votre système ne perde pas l'heure. Le contrôleur que nous utilisons possède une broche d'entrée appelée VBAT, à laquelle il faut connecter une alimentation comprise entre 1,65 V et 3,6 V. Plusieurs options s'offrent à vous, comme une pile, un accumulateur ou un condensateur qui peuvent remplir ce rôle. Examinons chacune de ces options. Très souvent, on trouve des piles boutons au lithium non rechargeables, notamment celles marquées CR et BR, utilisées comme source d'alimentation de secours en raison de leur haute densité énergétique et de leur faible autodécharge. Les batteries peuvent également être utilisées comme source d'énergie de secours dans plusieurs conceptions différentes. Les plus courantes sont les piles au lithium de format bouton marqué ML ainsi que les batteries nickel-cadmium ou nickel-métal-hydrure assemblées à partir de quelques cellules en série. Pour ces petites batteries, il est également nécessaire d'utiliser un circuit de charge, ce qui augmente le coût. Un inconvénient peut être le nombre limité de cycles de charge, ce qui signifie qu'il faut prêter attention au vieillissement de la batterie, surtout si l'on doit s'attendre à des coupures de courant fréquentes. Leur utilisation peut être avantageuse si vous souhaitez alimenter d'autres éléments du circuit en plus du RTC, car dans ce cas, vous pouvez profiter plus facilement de la capacité supplémentaire que les batteries peuvent offrir, même sur de plus longues périodes. Enfin, on peut également utiliser un condensateur qui ne nécessite aucun entretien, mais qui requiert un circuit de charge relativement simple. Comparé aux batteries et aux accumulateurs, nous ne pouvons gérer que des coupures de courant d'une durée beaucoup plus limitée, mais en contrepartie, ils sont faciles à installer et il existe moins de réglementations concernant le transport et l'élimination des produits chimiques qu'ils contiennent. Nous avons maintenant choisi une solution basée sur un condensateur. Cependant, avant de l'utiliser, examinons la partie correspondante de la carte de développement. Les cartes Nucleo ont l'entrée VBAT connectée à l'alimentation par défaut afin que le RTC puisse être testé sans alimentation de secours externe. Ceci est également indiqué à la deuxième page du schéma de la carte de développement, mais il en est aussi fait mention dans le tableau 12 du manuel d'utilisation. Pour pouvoir connecter notre source d'alimentation de secours, qui est le condensateur, il faut d'abord déconnecter cette connexion. Heureusement, le fabricant y a aussi pensé. Ils ont réussi à permettre la déconnexion grâce à une résistance de 0 ohm qui est marquée SB156. L'abréviation SB vient des mots Solder Bridge, pont de soudure. Cette résistance, qui se trouve au dos de la carte, peut être dessoudée avec un peu de dextérité manuelle. Une fois retirée, il faut alors veiller à alimenter la broche VBAT. Jetons un œil au câblage du condensateur. La broche VBAT n'est qu'une entrée pour le microcontrôleur, elle ne peut donc pas charger le condensateur. Par conséquent, nous devons le charger à partir de la ligne d'alimentation principale. Si nous connections simplement la source d'alimentation principale au condensateur, en cas de coupure de courant, le condensateur alimenterait d'autres éléments du circuit en plus du périphérique RTC et se déchargerait donc très rapidement. Pour pallier ce problème, il faut insérer une diode qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, de sorte que lorsque la ligne d'alimentation principale est active, la broche VBAT est alimentée à travers la diode et le condensateur se charge.
Mais si l'alimentation principale est coupée, la charge électrique stockée dans le condensateur alimente l'entrée VBAT et la diode empêche cette charge de se dissiper rapidement par la ligne d'alimentation principale. Le condensateur choisi de 0,22 farad peut alimenter l'horloge pendant quelques jours. Sur le schéma de câblage, le condensateur est indiqué par la partie encadrée. La capacité du condensateur est très élevée, ce qui fait qu'à la mise sous tension, un courant très important pourrait circuler, ce qu'il faut essayer d'éviter. Cela pourrait être évité en utilisant une résistance en série pour limiter le courant, mais comme le condensateur que nous avons choisi possède une résistance interne relativement élevée, cela n'est pas nécessaire. Ceci est indiqué sur le schéma de câblage. La patte VBAT du microcontrôleur est reliée à la patte 33 du connecteur CN11 sur le panneau. Cela peut être vérifié dans le tableau 21 du manuel d'utilisation de la carte. Sur notre panneau, ce connecteur n'est pas installé, donc nous soudons ce fil rouge ici pour connecter le condensateur. Il existe 3 façons de fournir un signal d'horloge au périphérique RTC. Il est possible d'utiliser un oscillateur RC interne de 32 kHz, appelé LSI, Low Speed Internal, ou un oscillateur externe haute fréquence, le HSE, High Speed External, ou encore un oscillateur externe basse fréquence, le LSE, Low Speed External. La dernière solution se trouve sur la carte de développement, où la fréquence de l'oscillateur est de 32 768 kHz, soit 2 à la puissance 15. C'est important car cela permet d'obtenir une unité de temps très précise, une seconde, que le microcontrôleur peut générer en divisant la fréquence de l'oscillateur 15 fois par 2 pour obtenir 1 Hz. Pour régler le signal RTC, procédez comme suit. Dans la configuration de l'horloge, vous avez la possibilité de sélectionner la source du signal d'horloge du RTC. Comme déjà mentionné, nous allons maintenant sélectionner l'entrée d'horloge LSE, puisque l'oscillateur sur la carte fournira le signal d'horloge au RTC. À présent, examinons les schémas de la carte de développement. L'oscillateur doit être connecté aux broches 8, entrée, et 9, sortie du microcontrôleur. En même temps, il s'agit également des broches 14 et 15 du port C, elles sont donc désignées comme PC14 et PC15 sur le schéma. La fonction des condensateurs C35 et C36 est d'assurer la stabilité de la fréquence, dont la valeur théorique est donnée par le fabricant de l'oscillateur. La précision dépend en grande partie de la qualité des composants utilisés. Pour les condensateurs, il est conseillé d'utiliser des condensateurs céramiques de première classe avec la plus faible dépendance possible à la température, généralement désignés comme NP0 ou C0G. La précision est également importante pour les quartz, qui sont mesurés en ppm degrés Celsius, où ppm signifie partie par million. Un ppm par degré Celsius signifie qu'un changement de température d'1 degré Celsius entraînera une variation de la fréquence d'une partie par million par rapport à la température de référence de 25 degrés Celsius. Pour plus d'informations sur les quartz et leur câblage, consultez le chapitre 5.3.8 de la fiche technique du microcontrôleur ainsi que le guide d'application AN2867. Avec ce petit aperçu, nous concluons cette vidéo. Nous vous disons au revoir pour l'instant, mais rejoignez-nous dans la prochaine partie où nous vous montrerons comment utiliser les différentes fonctions du RTC dans votre programme. À bientôt. Au revoir.